Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update lecture des romans que j'ai lus récemment et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. La première lecture dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'une suite d'un roman graphique qu'on ne présente plus. J'ai nommé L'Or Olympus de Rachel Smith. Donc là, c'est le volume numéro 2. J'ai lu le tome 1 pas plus tard qu'en début de mois, que j'avais apprécié mais sans plus, dans le sens où ce que j'avais vraiment à lui reprocher, c'était le côté un peu brouillon, voire cafouillis qui se dégageait en fait du premier tome selon moi, dans le sens où parfois il y avait donc des chapitres, enfin des scènes qui n'étaient pas connectées les unes aux autres, et en fait on découvrait que cette scène finalement c'était un avant-goût de ce qui se passait 10 chapitres plus tard, sauf que pour la lecture je trouvais que ça a coupé en fait le rythme, parce que je me disais mais attends, j'ai loupé un chapitre, il manque des pages, pourquoi, enfin je comprends rien. Alors qu'en fait, voilà, ça avait une connexion avec la suite, mais beaucoup plus tard. En l'occurrence, là, j'ai trouvé que dans ce tome 2, il n'y avait pas ce côté cafouillis, donc c'était plutôt chouette. Ou alors c'est juste moi qui me suis habituée à me dire, bon, bah si je comprends pas cette scène, c'est parce qu'elle figurera, voilà, plus tard en rappel, et que là, je me dirais, ah oui, d'accord, ça fait sens. Mais en attendant, j'avais quand même trouvé que dans ce tome 2, c'était moins brouillon. J'aime toujours autant le jeu de couleurs entre le bleu et le rose. Vraiment, je trouve ça hyper bien. C'est un super beau rendu. J'aime aussi beaucoup les graphismes. Et je pense que c'est les deux points positifs dans cette histoire. Et c'est ça en fait qui me fait continuer à la lire. Parce que de vous à moi, je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard. C'est vrai que j'ai oublié de vous le mentionner, mais L'Or Olympus, c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone. Et bah pour le moment, je vois pas trop où on va. Ça me laisse un peu de marbre. Je trouve pas que les personnages soient plus approfondis que ça. Ils sont un peu plus attachants dans ce volume 2 que dans le premier. Mais je reste sur ma faim, il me manque quelque chose. Et donc du coup, je ne comprends pas du tout la hype autour de ce roman graphique. J'attaque ensuite avec ma dernière lecture. Et j'avouerai que j'ai encore du mal à savoir si je l'ai aimé ou pas. Je suis encore plein dilemme parce que c'était quand même une lecture pas facile à digérer, si je puis me permettre le terme, parce qu'elle était dense et parce qu'elle amène à pas mal de réflexions. Et donc, sans plus tarder, nous allons parler de Blood of a Bride Haven de M.L. Wang. L'autrice est connue notamment pour son premier roman que je n'ai pas lu qui s'appelle A Sword of Kagan, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si il est mentionné dans les livres qu'elle a... Oui, c'est ça, The Sword of Kagan, pardon, qui est également sorti aux éditions Calix, donc c'est également eux qui ont publié ce roman. D'ailleurs, petit aparté, mais la beauté de ce livre, vraiment, juste rien que pour l'objet livre, c'était du super bon travail. Comment vous faire un résumé de ce récit? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons donc suivre deux personnages, Tomil et Siona. Le récit s'ouvre sur l'histoire de Tomil qui s'apprête avec sa tribu à traverser un lac gelé pour rejoindre la cité de Tyran. Cette cité qui leur promet normalement un avenir meilleur, ou en tout cas beaucoup plus facile que de vivre dans la nature. Le problème, c'est que lors de cette traversée, Tomil va perdre tous les membres de sa tribu, tous les membres de sa famille. Il sera le seul survivant à cause de ce qu'on appelle la souillure. La souillure, c'est un espèce d'éclair blanc magique qui, une fois qu'elle touche un être vivant, le fait se désintégrer. Et ça va donc arriver à toute la tribu de Tomil. Et de l'autre côté, vous avez donc le personnage de Siona qui s'apprête à marquer l'histoire de Tyran en devenant donc la première hommage à intégrer ce qu'on appelle le Haut Magister, qui est donc un conseil où se réunissent les plus grands mages, principalement donc des hommes, hein, puisque je vous l'ai dit, Siona s'apprête à marquer l'histoire et donc à ouvrir une porte pour les futures générations féminines. Le hic, c'est que comme le conseil, eh ben, c'est que des hommes, ils voient un peu d'un mauvais œil qu'une femme arrive dans le Haut Magistère, car forcément une femme n'a pas le caractère, n'a pas l'intelligence de pouvoir siéger dans ce genre de conseil. Et donc c'est tout naturellement, j'ai envie de vous dire, que ses collègues masculins vont lui mettre des bâtons dans les roues, et ça va notamment passer dans l'attribution d'un assistant, car on ne va pas réellement lui attribuer un assistant comme c'est le cas pour ses autres collègues. Non, on va l'offenser en lui attribuant donc un concierge comme assistant. Et ça va pas être n'importe quel concierge, puisque Siona va donc faire équipe avec le fameux Tomil. Et c'est comme ça en fait que Siona et Tomil vont devoir faire équipe. Et c'est surtout que
ensemble, ils vont réussir à découvrir pas mal de secrets qui vont soit révolutionner la manière dont la magie est activée dans la ville de Tyran, ou alors juste causer leur perte. Ce qu'il faut savoir dans ce récit, c'est que le système de magie qu'a imaginé l'auteur est hyper complexe. C'est clairement difficile de vraiment comprendre comment les hommages utilisent la magie. Ça s'utilise par l'intermédiaire d'un incantographe qui ressemble en fait à une machine à écrire, dans laquelle ils vont rentrer un sort et en même temps ils peuvent également entrer un sous-sort et en fait le sort ne s'active que grâce au sous-sort qui relève d'une action. Et une fois en fait que les deux sont opérationnels, ça permet de siphonner la magie. Et c'était hyper compliqué à comprendre. D'ailleurs, je suis même pas sûre que quand vous allez écouter mon explication, vous allez vous dire oula, ouais, ouais, on a rien compris. Pour vous dire à quel point en fait c'est hyper complexe et du coup, ça en fait un bouquin qui ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, je trouve que l'originalité de l'histoire et de la magie était un bon point parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire en fantasy. Donc rien que pour ça, l'auteur se démarque. Je trouve également qu'il y a beaucoup de similitudes avec Babel de R.F. Kuang. Bon alors dans Babel, on parlait beaucoup de tout ce qui est recherche autour de la traduction. Ici, les recherches vont vraiment porter sur la magie, sur comment utiliser la magie, comment du coup la siphonner et faire en sorte en fait que Tyran reste une cité prospère. Ça m'a également fait penser à une autre série de young adult qui s'appelle Never Sky de Vanessa Rossi, où là en fait la civilisation entre guillemets ne peuvent pas habiter sur Terre pour je ne sais plus quelle raison, donc ils ont trouvé un système de tuyaux, ils vivent sous Terre et les humains en fait qui n'ont pas pu, qui n'ont pas été sélectionnés pour vivre sous terre, on les appelle les sauvages et du coup on les évite parce qu'ils veulent notre mort. Et ça m'a un peu fait penser à cette série parce que les tribus d'ailleurs qui du coup ne vivent pas à l'intérieur de la cité de Tyran sont considérés comme des sauvages. Dans ce roman, il va être question de racisme et en fait dans la ville de Tyran ne sont réunis que les grands penseurs, hein. C'est donc dans tout ça que nos deux personnages vont évoluer. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Siona parce que voilà, en fait elle représente le personnage caricatural du je suis un petit mouton, voilà, je vis dans une cité, on me dit que nous sommes les meilleurs, nous avons droit à ci, à ça, et puis tout ce qui est donc, tout ce qui ne correspond pas aux tyrannés, ce sont des vermines. Et c'est donc comme ça, c'est avec cette pensée-là qu'elle va devoir collaborer avec Thomil, qui représente du coup, entre guillemets, la vermine dans l'univers, parce que ils ne sont pas intelligents, ils sont sauvages, ils sont cannibales, enfin bref, ils ne sont pas éduqués comme les tyrannés le sont. C'est toute la complexité de cette histoire parce que l'auteur va décider qu'il va y avoir une espèce de petite romance entre nos deux personnages qui moi perso m'a absolument pas plu et qui m'a profondément dérangée dans le sens où comment voulez-vous qu'il y ait une relation d'égal à égal qui se fasse quand Siona est plus ou moins toujours persuadée qu'elle est au-dessus de Thomil. En fait, ça peut pas marcher. Donc pour moi, une romance, c'était pas possible entre nos deux personnages parce que même si Thomil va réussir grâce justement, et c'est ça aussi qui est intéressant, grâce en fait, aux confrontations, parce que comme ils ne pensent pas la même chose, comme ils ne vénèrent pas les mêmes dieux, justement, c'est les dialogues, c'est les confrontations qu'ils vont avoir qui vont faire évoluer notre héroïne et qui vont lui faire avoir un esprit moins étriqué. Pour autant, elle en était encore loin en fait de vraiment toujours se remettre en question et elle avait clairement des termes, en fait elle a toujours eu des termes qui sont choquants et qui sont racistes envers Thomil durant la lecture. Donc comment voulez-vous qu'il y ait vraiment une histoire d'amour et comment voulez-vous que nous on croit à cette histoire d'amour? Une relation amicale, je veux bien, j'aurais plus adhéré qu'à une relation amoureuse parce que pour moi, il y a beaucoup trop de problèmes dans leur relation. Vraiment, la romance, c'était nul, enfin nul. Vraiment, red flag, j'ai pas compris pourquoi l'auteur avait voulu en mettre. Bon alors, elle est vraiment au second plan, hein, mais elle existe. Ensuite, bon, il est aussi question de féminisme, parce que forcément, Siona, voilà, elle dénonce... En fait, c'est ça qui est assez comique, c'est qu'elle dénonce
le fait qu'elle vive dans un monde qui est pensé et qui est dirigé par des hommes. Donc elle veut justement ouvrir la voie pour permettre finalement l'émancipation des femmes et donner aux femmes l'accès à certains postes haut placés et justement prouver qu'elle n'est pas que le sexe faible. Pour autant, en fait, elle opprime eh bien, les tribus en fait dont appartient Tomil. Et elle le fait vraiment, alors inconsciemment ou pas, hein, mais en fait elle reproduit le schéma qu'elle-même essaye finalement de désamorcer, si je puis dire. Donc c'est ça qui était quand même assez perturbant dans cette lecture. Et en fait du coup ça en fait un personnage, Siona, auquel on peut pas vraiment s'attacher parce que elle est froide, elle est égoïste et vraiment en fait elle se remet que très peu en question. J'ai également bien apprécié la fin. Pour autant, je sais pas si j'ai apprécié réellement ma lecture ou pas. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que je l'ai lu, au début je me suis dit oula, je suis pas sûre d'aimer. Pourtant je suis allée au bout, mais heureusement que c'est un one shot parce que s'il y avait eu une suite je ne l'aurais pas lu. Mais je suis un peu déçue parce que je pense qu'il y a peut-être certains aspects de l'univers que j'ai pas totalement compris. Et le fait que ce soit pas évident, alors je sais pas si c'est dû à la traduction, mais le fait que certains éléments soient quand même assez compliqués à comprendre sur le système de magie, j'avoue que du coup on ne prend pas forcément plus que ça de plaisir à le lire parce qu'en fait on comprend la moitié de ce qui se passe. Et moi j'ai dû relire plusieurs fois certains passages pour me dire ouais non c'est bon, t'as bien compris. Et j'ai également dû faire des pauses pour me dire ok donc l'incantographe ça fonctionne comme ça. Et encore que je suis même pas sûre vraiment que ça fonctionne comme ça. C'est moi qui peut-être ai fait un raccourci, mais pour essayer de comprendre l'univers parce que c'était pas évident. Donc voilà, c'est une lecture en demi-teinte. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Et du coup, c'est pas forcément un livre que je vous recommanderais, mais si vous l'avez déjà dans votre bibliothèque, bon c'est pas que vous êtes un peu coincé, mais laissez-lui sa chance, puisque de toute manière, voilà, soit ça passera, soit ça passera pas, tout simplement. Au vu de la chaleur qu'on a subie ces 2 dernières semaines, j'avais envie d'une lecture assez rafraîchissante, si je puis dire. Donc je me suis tournée vers de la cozy fantasy avec Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf. Alors j'ai eu un peu peur en débutant ma lecture parce que j'ai déjà lu quelques romans de cozy fantasy et elle m'avait toujours un peu laissée avec un petit manque. Je me disais, ah, il y a manqué un petit truc, je saurais jamais vraiment ce que c'était. Enfin, si, c'était principalement de l'action. Et je me disais, ah, c'est dommage. Donc, quand j'ai commencé celui-ci, je me suis dit, est-ce que il va réussir à briser la malédiction ou pas? Alors, avant de vous donner mon avis, de quoi ça parle? Dans ce roman, on va découvrir le personnage de Catherine qui s'apprête avec sa meilleure amie slash sœur, parce que à leur niveau d'amitié, elles sont quasiment sœurs, vont bientôt ouvrir donc un coffee shop. Sauf que malheureusement pour notre héroïne, au début du récit, en voulant porter main forte à la serveuse du coffee shop, elle va malencontreusement tuer un humain. Sauf que le problème, en fait, c'est que la personne qu'elle a tuée, ce n'était pas réellement un humain, mais un fae. Et il faut savoir que les fae, ça rigole pas avec justement les meurtres, surtout lorsqu'il s'agit d'un meurtre d'un de leurs congénères, puisque les fae donc ont une longue liste de règles à respecter, et forcément, si un membre de leur communauté a été tué, eh bien ils vont réclamer justice. C'est ainsi que dans la ville de Tonroto, non pas un, mais 5 fae vont donc débarquer pour tuer l'assassin donc de leur camarade qui n'est autre que Catherine. Et vous vous doutez bien en fait que Catherine elle a rien demandé, c'était vraiment un accident, elle ne voulait pas tuer cet homme. Le problème c'est que ça, le prince des Fae et ses assassins n'en ont pas grand chose à faire et on va donc suivre tout ce qui va découler de cette mésaventure. Et honnêtement, j'ai adoré cette histoire, je pensais vraiment pas que j'allais autant l'apprécier parce que j'ai trouvé ça mais à mourir de rire. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est tout le système qui régit le monde des Fae. Il y a des règles à respecter, si tu les respectes pas, gare à toi, il y aura forcément un retour de bâton. Les humains ne connaissent pas tous l'existence des Fae, hein, il y en a que très peu et généralement s'ils veulent le crier sur tous les toits, ils sont considérés comme des fous. Bon, bien sûr les Fae connaissent le monde des humains, ils y vont de temps en temps, mais en fait le comique de la situation c'est que Kat
a malencontreusement tué quelqu'un. C'est directement le prince des Fae qui va vouloir lui faire la peau, sauf que notre héroïne, elle est quand même maligne, disons qu'elle est pleine de ressources et elle va réussir à retourner la situation à son avantage, mais c'est malheureusement au détriment en fait justement de nos Fae parce qu'ils vont en fait se faire prendre à leur propre jeu et ça va amener à des situations qui sont juste mais rigolotes à souhait. Il y a beaucoup d'humour dans ce récit parce que on nous présente les Fae comme des assassins, voilà, ils sont pas là pour rigoler, ils tuent de sang-froid et en même temps notre héroïne elle va leur concocter quelque chose qu'ils avaient absolument pas vu venir et qui va les rendre tout d'un coup plus ou moins dociles. Et pareil, le prince des Fae, c'est lui, c'est celui qui fait le plus peur. Et au final, voilà, tous les stratagèmes qu'il va tenter de mettre en place pour essayer de tuer Kat, ça va toujours se retourner contre lui. Alors c'est sûr que, bon, pour un prince des Fae qui veut vraiment tuer notre héroïne, il se ramollit quand même relativement vite. Pour autant, c'est pas gênant parce que je les ai trouvés hyper attachants et très bien construits. Donc voilà, on suit l'histoire des personnages, on connaît leur passif, on sait pourquoi ils réagissent comme ça. Et c'est ça en fait qui en font des personnages voilà, que moi perso j'ai beaucoup apprécié et qui les rendent voilà, hyper touchants. En tout cas, ça restait vraiment un roman de cozy fantasy comme je voulais qu'il soit, comme ce que j'attendais d'un roman cosy. Et donc du coup, c'est le premier roman qui respecte un petit peu tous mes petits critères. Et j'avais vraiment en fait, en lisant ce roman, la sensation, vous savez, quand justement il fait moche, vous sirotez votre petite boisson chaude sous votre plaid, ce sentiment en fait de satisfaction. Et je suis hyper contente de l'avoir eu en lisant ce roman. Et du coup, je lirai avec plaisir d'autres romans de cette autrice. Donc je ne peux que vous conseiller ce roman pour l'automne. Vous n'allez absolument pas le regretter, ou du moins en tout cas j'espère que vous ne le regretterez pas si vous le lisez voilà, dans les prochains mois. J'ai ensuite lu une petite romance avec Book Lovers de Emily Henry. Dans ce récit, on va donc suivre le personnage de Nora, qui est une agente littéraire qui malheureusement connaît échec sur échec au niveau des relations sentimentales. À tel point que lors de son énième rupture, sa sœur lui propose de partir pendant un mois en vacances, histoire de lui changer les idées. Et le petit clin d'œil qu'a trouvé sa sœur assez comique là-dedans, c'est qu'elle lui propose donc de partir pendant un mois dans une petite ville du nom de Sunshine Falls, qui n'est pas sans rappeler donc la ville qui a inspiré une des autrices sous la responsabilité de Nora à écrire un roman best-seller qui se déroule donc dans cette petite ville. Et c'est donc comme ça que Nora et Libby, donc c'est sa sœur, vont s'envoler pour le petit patelin de Sunshine Falls, histoire de se déconnecter. Le hic, c'est que notre héroïne ne s'attendait absolument pas à y retrouver Charlie Lastra, qui est son ennemi juré, un éditeur qui ne laisse rien au hasard et qui est notamment très reconnu dans le milieu de l'édition et que Nora ne peut pas piffrer, vous vous en doutez, puisque ce sera tout l'intérêt de cette petite vacance, puisque dans une petite ville, vous êtes forcément amené à vous croiser plusieurs fois dans la journée et on se doute bien que l'animosité de nos deux personnages va forcément évoluer dans quelque chose de beaucoup plus doux, n'est-ce pas? Et c'est donc comme ça qu'on va suivre leurs petites aventures. Alors j'avais énormément d'attentes concernant ce roman parce que pour moi, de tous les romans qu'Emily Henry a sortis, c'était celui que j'allais vraiment adorer de chez adorer. Alors j'en ai déjà lu 2 de cette autrice, c'est mon 3e avec Book Lovers. Et vraiment, je me disais, ce livre, il a tout pour me plaire. Ça va parler de livres, ça va être une petite romance, enemies to lovers, enfin vraiment sur le papier, tout pour me plaire. Et même si j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'avouerai que c'était sympa mais sans plus. Je pense pas que j'arriverai dans tous les livres de cette autrice à vraiment, à un moment donné, l'en lire un et me dire waouh, c'est une dinguerie. Parce que c'est sympa sur le moment, mais est-ce que ça va me marquer? Dans quelques mois, j'aurais probablement oublié en fait de quoi parler Book Lovers. Donc elles ne sont pas marquantes, elles m'ont pas fait autant vibrer que d'autres petites romances que j'ai pu lire. Et c'est ça qui est assez frustrant. Surtout avec ce livre parce que je m'attendais vraiment à avoir, pas un coup de cœur, mais à me dire waouh, trop bien, j'ai enfin trouvé le livre de cette autrice qui m'a vraiment plu.
Ce que j'ai vraiment le plus apprécié en fait dans cette lecture, c'est étonnamment le personnage de Libby, c'est la sœur de Nora. Je l'ai trouvée hyper attachante, c'est un rayon de soleil et du coup ça contraste un peu avec le côté pessimiste de notre héroïne qui est beaucoup plus terre à terre alors que Libby elle est beaucoup plus dans l'imaginaire. Elle a un esprit assez rêveur qui manquait à Nora et j'ai adoré en fait leur relation. Je trouve que l'auteur a très bien su retranscrire la relation qui unit nos deux sœurs. Je l'ai vraiment trouvé que c'était une très belle relation. Bien sûr, j'ai également beaucoup apprécié la petite romance entre nos deux personnages. J'aime beaucoup le personnage de Charlie qui au début est décrit comme un personnage voilà, très froid, qui est calculateur entre guillemets, enfin même pas vraiment calculateur mais bon, qui est pas là pour être tendre. Donc ça fait vraiment aussi très caricature, mais au final on se rend vite compte que c'est loin d'être le cas. Au contraire, il est là pour les personnes qu'il aime et il va clairement le montrer à Nora durant tout le séjour à Sunshine Falls. Nora, j'ai eu, j'avouerai, un peu plus de mal avec elle parce que encore une fois, je trouvais ça dommage, mais c'est tout l'intérêt en fait du récit, parce que ça la montre comme étant voilà, assez froide, dans le sens où c'est une carriériste, elle a fait toujours passer sa carrière avant tout, et donc sous prétexte que parce que c'est une femme qui a de l'ambition, eh bien elle est inapte à garder en fait ses relations sentimentales, parce que elle n'est jamais à fond dans ces histoires d'amour. Et en même temps, elle n'est jamais à fond, peut-être parce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un qui comprenne l'amour qu'elle a de son travail et qui finalement veut l'épauler et être présent même quand ça va pas. Peut-être que c'est aussi pour ça que c'est voué à l'échec les relations qu'elle avait, et surtout aussi parce que elle a voulu des critères bien précis qui clairement ne laissent pas vraiment place à l'honnêteté et à faire en sorte que les relations marchent, parce que c'est plus en fait un collègue qu'un amoureux ou un compagnon en fait pour entre guillemets toute la vie. Donc c'est sûr que c'était forcément pas possible sur le long terme, mais j'ai quand même beaucoup aimé en fait l'évolution de son personnage et finalement l'idée que c'est pas parce que on a de l'ambition et que comme beaucoup de personnes on va y trouver quelqu'un qu'on est obligé en fait d'en choisir un au détriment de l'autre. On peut très bien allier les deux et que ça marche, il suffit juste de trouver la bonne personne et le bon environnement tout simplement. Et donc même si j'avouerais être un petit peu restée sur ma faim parce que je pensais vraiment adorer ce roman, il n'en reste pas moins que c'était une très bonne lecture, c'est une bonne romance qui va avec les beaux jours vous faire passer un très bon moment et que je vous conseillerais d'embarquer avec vous dans votre valise pour une après-midi à la plage, il fera très bien le taf. Et bien voilà concernant cette petite update lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos lectures du moment ou à me donner vos avis si vous avez lu l'un des livres dont on a parlé aujourd'hui. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!